Bonjour à tous, on vous a sélectionné les meilleurs moments de Vous êtes formidable, c'est rien que pour vous, ici et maintenant. Alors on va parler maintenant d'un livre qui est sorti à la rentrée, un livre sur la gestion de crise au collège et au lycée, des cas concrets, des témoignages, des fiches, outils pour se former, pour dialoguer et surtout pour apaiser le climat scolaire. Thomas Gilbert, vous êtes proviseur adjoint dans un lycée de l'agglomération nantaise et vous êtes également référent en gestion de crise. Donc ça veut dire que les établissements peuvent vous appeler pour les aider dans ces moments-là ? Alors, il y a un maillage qui est un petit peu technique, particulier, mais oui, il y a du monde. C'est ce que les gens ne savent pas forcément quand on n'est pas du système scolaire. Mais en fait, c'est une problématique qui est gérée, qui est prise en charge. Et il y a du monde, il y a des acteurs, il y a des dispositifs différents qui interviennent sur ces questions-là. Quand on parle de crise, on parle de quoi concrètement ? Il y a eu la Covid, il y a eu le terrorisme, il y a aussi le harcèlement scolaire, et il y en a bien d'autres ? Une crise, en fait, c'est tout ce qui peut déranger le déroulement normal d'un établissement scolaire, mettre éventuellement en cause la sécurité des gens, ça arrive. Et donc, il va falloir agir un peu sous pression. C'est la même chose, finalement, qui se passe quand l'enseignant est tout seul dans sa classe et puis qu'il a quelque chose d'exceptionnel à gérer où tout le monde le regarde, ce qui est particulièrement angoissant. Et c'est la même chose que le chef d'établissement ou l'équipe de direction quand elle doit gérer une crise à l'échelle de son collège ou de son lycée. Finalement, les deux sont assez à mettre en parallèle. Donc, c'est un petit peu l'objet du livre de pouvoir aider les enseignants, mais aussi les différents professionnels d'encadrement à mieux gérer ces situations-là. Donc c'est à la fois destiné aux professionnels, donc ça va du professeur au CPE, au proviseur adjoint, mais aussi, pourquoi pas, aux parents qui sont souvent dans l'attente d'un dialogue avec l'établissement lorsqu'il y a des crises, justement. Oui, tout à fait. Quand on parle de crise, que ça soit avec un enfant ou à l'échelle de toute une école, ça concerne tous les acteurs qui sont impliqués, dont les parents aussi. Et puis le fait de lire pour les parents ou de prendre connaissance un petit peu de ce qui se passe derrière la porte de l'école une fois qu'elle est fermée, comment les professionnels sont outillés, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser, qu'est-ce qu'ils rencontrent aussi comme situation, c'est intéressant. Alors c'est vraiment un livre très concret, c'est-à-dire qu'il y a des témoignages de vos confrères, les vôtres également. Vous parlez de votre première situation de crise, c'était en 1998 en marge de manifestation et vous avez un groupe de manifestants qui sont entrés et qui ont saccagé une partie du lycée et vous dites ça a été terrifiant mais on n'en a jamais parlé entre nous, entre professionnels. Oui, tout à fait. C'est le point de départ, finalement. Pour moi, en fait, j'étais attiré dès le début. J'avais envie de me sentir utile. J'avais fait des remplacements de surveillant, puis après de conseiller d'éducation. Et en fait, j'avais envie d'aider les gens à travers les situations de conflit, etc. C'était comme ça que ça m'intéressait de continuer. Mais je me suis rendu compte que j'étais très peu compétent, que j'étais vraiment nul dans toutes ces situations. Donc c'est ce qui m'a amené petit à petit à me former et puis maintenant à partager ce que j'ai appris. Et effectivement, il y a longtemps, maintenant c'est plus le cas, mais il y avait un petit côté... on parlait très peu de ces choses-là parce qu'on ne savait pas les prendre en compte et on préférait un petit peu... mettre ça sous le tapis, certainement, mais les choses ont vraiment évolué, quoi qu'on en dise. Malgré le hashtag pas de vague qui est sorti il n'y a pas longtemps, vous dites que ça a quand même évolué. Moi, je trouve que ça a évolué. Vous m'auriez posé la question en 2000, j'aurais très certainement pas répondu la même chose. Depuis 2011, 2012, il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place. On le disait tout à l'heure, il y a différents acteurs qui interviennent sur un territoire comme la région Pays de la Loire sur les problématiques de violence, etc. C'est pareil à l'échelon national. Donc ça a évolué, mais il y a encore des choses à faire et c'est pour ça que vous faites ce livre aussi, c'est en donnant des outils pour les professionnels pour se former. Notamment, on parle de climat scolaire, on parle beaucoup de harcèlement en ce moment, des faits divers, il y en a malheureusement bien trop souvent et en ce moment également. Vous donnez des outils, des grilles de lecture justement pour repérer les signaux, les petits faits de harcèlement qui vont peut-être amener à une situation de crise.
C'est ce qu'on appelle les signaux faibles. Et souvent, qu'on soit parent, qu'on soit professionnel, on peut passer à côté de ça. Alors heureusement, toutes les situations d'intimidation ou de harcèlement en milieu scolaire ne donnent pas lieu à des drames. N'empêche qu'il y en a quand même. Et c'est vrai que si les professionnels, les parents, les élèves aussi sont outillés un petit peu pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se joue dans une situation de harcèlement, c'est intéressant donc d'avoir des grilles de lecture pour les professionnels particulièrement, savoir décoder un petit peu ce qui se passe quand un enfant ne veut plus aller à l'école, qu'il évite certains lieux dans son établissement scolaire, qu'il est toujours à la recherche des adultes. Voilà, qu'il est à la recherche des adultes, qu'il va se cacher auprès d'eux. Il y a peut-être un signal ou un signe pris à part. Ce n'est pas forcément, heureusement, une situation de harcèlement, mais quand il y en a beaucoup qui se déclinent, et puis ça doit alerter les adultes pour leur venir en aide. Écoutez, votre livre est disponible dans toutes les librairies. Donc l'idée, c'est vraiment que tous les professeurs s'en saisissent. Et aussi tous les parents. Moi, je n'aspire qu'à ça. Et je pense il regorge d'outils effectivement pratiques. Je voulais que ça soit quelque chose conçu non pas pour les politiques. Alors, d'abord, j'ai pas la prétention de ça, mais en plus que ça soit vraiment pratique pour les gens de terrain qui sont confrontés au quotidien à des situations difficiles à gérer. Et merci en tout cas d'avoir eu l'initiative de sortir ce livre. Et je suis certaine qu'il va être très très utile pour le corps enseignant, mais aussi avant tout pour nos enfants. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. À très bientôt. On va également voyager avec Xenia qui nous amène à Thouaré-sur-Loire. C'est en Loire-Atlantique, mais vous allez voir, on va passer quelques frontières avec elle. Et des frontières pleines de grâce. Je ne sais pas si tu te rends compte de la sensualité de cette danse finalement. Sandrine, c'est ce qui fait aussi la particularité de la Peña Flamenca Planta Tacón, c'est le nom des Espagnols. Tu as vu le nom de l'association, tu as vu, je l'ai en bouche. Planta Tacón, qui veut dire plante talon. Plante talon, exactement. Okay. C'est une technique de pied, de base en fait. Voilà, on a choisi ce nom-là parce qu'il fallait en trouver un. Donc cette association, elle a 20 ans cette année. Elle a 20 ans cette année, 2001 on a créé. Et ça fait perdurer la culture flamenca, comme on dit. Voilà, la culture flamenca est à Nantes depuis 20 ans, grâce à la Peña, où l'idée, lorsque j'ai créé cette association, était c'était à la base d'un questionnement, comment pouvoir transmettre cette passion que j'ai pour le flamenco, mais de manière la plus traditionnelle et la plus vraie possible. Donc voilà, j'ai mis en place des cours de guitare, des cours de caronne et des cours de danse qui sont reliés les uns aux autres. Ça, c'est 3 arts qui Voilà, c'est les 3 arts, c'est les trois piliers du flamenco. La guitare, la percussion, la danse et le chant. Ça, c'est vraiment le lien. La danse n'est rien sans le reste. Tout le monde, on travaille tous ensemble. Et à la Peña, justement, les cours de guitare et les cours de caronne et les cours de danse sont reliés, ce qui fait qu'on a des cours accompagnés, comme vous voyez là, par toujours des guitaristes, donc, finalement, les élèves. C'est quelque chose qui est très codifié en plusieurs dimensions. Et est-ce que, par exemple, les danseuses savent chanter et savent faire de la guitare ou c'est vraiment des arts à part entière ? On touche un petit peu à tout parce que c'est important de comprendre. Alors, on va se perfectionner dans un des aspects, mais c'est vrai qu'on aime bien chanter un petit peu. Tout le monde fait des palmas, par exemple, parce que les palmas, c'est les frappés de main. Parce que ça, c'est le rythme qui nous relie lorsqu'on fait du flamenco. Mais c'est vrai que c'est l'apprentissage de beaucoup de codes au niveau de la danse, au niveau de la guitare aussi, au niveau du caronne. Parce que le flamenco, c'est comme une discussion entre un guitariste, un chanteur, une danseuse. Et bien quand on discute, il y a des codes sociaux. Pour que ça fonctionne, la discussion, le flamenco, c'est pareil. On apprend des codes pour discuter à travers la danse, à travers la guitare, à travers le caronne. Et c'est ce qu'on apprend, en fait ici. Et ben moi j'ai envie d'apprendre. Eh ben on va y aller, on va y aller et on va essayer de danser. Je sais pas, quelque chose me dit que j'ai pas forcément toutes les clés en main, mais tu es là pour ça. Voilà, je vais t'aider. Trop bien. Et ben à tout de suite alors. Alors Marie Heurtaud, vous êtes fondatrice des Audacieuses Mans. Oui. Voilà, donc c'est un collectif de femmes en Sarthe. Oui, principalement. Collectif de femmes sartoises. Oui. Vous habitez au Mans, vous ?
Oui, le Mans même, ouais. Bon. Vous êtes maman de 3 enfants. Oui. Et vous avez, on va dire, un parcours de vie assez atypique parce que vous êtes tombée malade en 2013 et ça a été un déclic dans votre vie. Quel était votre diagnostic et comment ça s'est passé? Donc en fait, en 2013, j'ai commencé à avoir des symptômes et j'ai connu une errance qui durera jusqu'en 2017, où à l'époque, en fait, je suis cadre dans une grande enseigne d'optique. Et je fais tous les services possibles et inimaginables entre l'endocrino, la cardiologie, les passages aux urgences. Voilà. Donc pendant 4 ans, on ne sait pas de quelle maladie vous êtes atteinte. Non. On finit par me dire que c'est psychologique, que c'est dans ma tête, que je dois traverser une période compliquée, que le fait d'être directrice de magasin, c'est trop de pression. Voilà, donc on me donne des antidépresseurs, des anxiolytiques qui n'arrangent pas mon état. Puisqu'en plus, j'avais fait une cytolyse hépatique chronique, donc un problème au foie. Donc forcément, des médicaments quand on a un problème au foie, c'est pas la bonne indication. Et du coup, de fil en aiguille, je finis par rencontrer une médecin qui est homéopathe, qui me suit au départ juste de temps en temps, qui n'est pas ma médecin référente. Et il se trouve qu'elle fait un séminaire de 3 ou 4 jours sur la maladie de Lyme et qu'elle a une autre patiente du coup qu'elle suit qui décrit avoir les mêmes symptômes que moi, un peu atypiques, avec des fois une perte de vue d'un œil, des problèmes digestifs, des problèmes articulaires, neurologiques où je fais des attaques de panique un peu n'importe quand, des choses un peu irraisonnées en disant des fois à mes enfants que je vais mourir. C'est vraiment la sensation que j'ai. Donc mes enfants deviennent mes parents, donc c'est un peu... Ils prennent soin de vous. Voilà, compliqué. Et en fait, en 2017, cette médecin-là fait le lien entre cette patiente et moi et ce séminaire qu'elle a fait. Et en fait, elle me propose de passer les tests pour la maladie de Lyme. On sait que le premier test, il ne dépiste qu'environ 30%. Il y a différentes souches qui sont testées, mais pas toutes. Donc, elle me met d'office, en fait, le test qu'on est censé faire en confirmation, qui, lui, est beaucoup plus sensible et détecte plus efficacement. Et là, le verdict tombe, en fait. Vous êtes atteinte de la maladie de Lyme. Et en fait, finalement, ça vous éclaire. Vous comprenez tout ce qui s'est passé auparavant. Voilà. Et surtout, mon entourage est assez mal à l'aise par rapport au fait qu'on ait fini par me dire que j'étais hypocondriaque. Donc, quelque part, très contente et soulagée d'avoir un diagnostic et aussi la peur de cette maladie. Et quand je vois comment elle est prise en charge, quand même beaucoup d'inquiétude. Vous avez voulu mettre en mots tout ça et vous avez écrit une chanson. Je vous propose d'en écouter un extrait. Ouais. Je ne sais pas, mon ange, si on aura le droit de guérir au plus vite de cette maladie-là. Je ne sais pas, ma puce, si un autre ange que toi trouvera le remède pour arrêter tout ça. Je ne sais pas, mon ange, de quoi est fait l'avenir. Verrai-je un jour fleurir les traits de ton sourire? Je ne sais pas, mon cœur, si on saura un jour cicatriser les plaies qu'ici à notre amour. Toi, ma bouée de secours. Voilà. Très belle chanson et très belle voix. Ce n'est pas moi qui l'ai écrite. C'était ma collègue de travail à l'époque qui est écrivain et qui a mis mes mots en ordre pour en faire une chanson et qui a été composée par un ami auteur-interprète, Vincent Do. Très bien. Donc, c'est un beau travail de résilience. Et puis, vous avez voulu aller plus loin. Vous vous êtes dit, finalement, cette expérience que j'ai eue, j'ai besoin aussi de la partager, mais pas seulement sur la maladie, mais d'être en communauté. Et vous avez lancé une page qui s'appelle Les Audacieuses sur Facebook parce que, voilà, vous avez envie d'être avec du monde. Et aussi, vous avez rencontré d'autres femmes qui se sentaient elles-mêmes isolées. Oui, en fait, c'est l'isolement que j'ai pu avoir quand on m'a diagnostiqué mon invalidité qui a fait que, je me suis dit, déjà, moi, il faut recréer du lien. Et puis, c'est parti d'une maman de l'école, en fait, qui s'est retrouvée dans une situation un peu compliquée, qui m'a proposé plusieurs fois d'aller à la piscine. J'étais pas trop chaude pour aller à la piscine, donc je lui ai mis 3 refus jusqu'au 3e. Sur un trajet quelconque pour aller vers chez mes parents, je disais à mon mari...
écoute, il doit bien exister des gens des femmes qui aiment elles la aussi piscine. aiment la piscine et qui ont envie de partager des moments en fait autour de leur passion, même juste se réunir. Et en fait, j'ai lancé à l'époque une vulgaire page, sans que c'est le nom des audacieuses, le nom n'était pas trouvé. J'ai trouvé une image dans la banque d'images Google de copines en train de siroter un verre et c'est parti comme ça. Donc j'ai lancé cette idée à des amis, à des cousines ou autres. Et puis aujourd'hui, on en est au point d'être 3000. D'être bientôt 3000, ouais. C'est incroyable. Donc on sent qu'il y avait ce besoin de se retrouver entre femmes. Alors pour discuter, pour s'amuser, qu'est-ce que vous proposez comme type d'activité aussi ? Eh bien, il y a beaucoup de choses autour du bien-être, du développement personnel et de la beauté, voilà. Et puis, il y a des sous-groupes qui sont nés parce que nous, on ne peut pas organiser des choses non plus trop régulièrement, de manière à ce qu'elles puissent échanger, elles aussi, en privé, sur des thématiques qu'elles apprécient, la couture, le sport, ça peut être plein de choses, des balades nature, des sorties piscine. Donc, voilà. Donc chacune amène une idée, et crée finalement un atelier, puis celles qui sont intéressées s'inscrivent et se retrouvent tout simplement. Alors là, non, ça c'est autre chose. C'est nous en fait qui allons démarcher avec mon équipe Audrey et Dorothée, les futurs partenaires, et qui organisons les événements. Voilà, c'est l'idée quand même. Mais de leur côté, elles organisent des choses aussi en sous-marin, quoi. Et alors, quand vous organisez tout ça, finalement, vous vous dites, on est presque une association. Pourquoi ne pas formaliser tout ça ? Donc de la petite page Facebook avec le groupe Entre Copines et le premier cercle, on va dire. Finalement, 3000 personnes et maintenant une association dont vous allez être présidente prochainement. C'est ça. En fait, l'idée, c'est aussi de toucher les autres, les personnes qui ne sont pas sur les réseaux. Voilà. Effectivement. On va aller retrouver Xenia qui est à Thouareg-sur-Loire et elle nous a proposé, elle, un cours complètement différent qui ne doit pas être encore en scolaire. C'est le flamenco. Palmas, il faut savoir faire les palmas dans le flamenco, c'est le rythme. Tu mets tes paumes sur paume, et tu as une main qui va venir frapper. Palmas sordas. Et ça fait partie de la technique. C'est le rythme, c'est un des rythmes du flamenco. Ça, c'est le tango. Olé. Et ça, c'est la base de la danse. Ça, c'est le rythme sur lequel on danse, sur lequel les musiciens jouent. C'est ça, parce que parfois, on a l'impression que c'est un peu au pif. Non, c'est pas au pif. C'est le métronome qui nous relie tous. C'est la colonne vertébrale de ce qui se passe. Ok. Aucun rythme dans la peau. Et après, une fois que tu as ça dans ton rythme, vous improvisez pas non plus les mouvements hyper sensuels. On y va maintenant. Avec sur ce rythme-là qui tourne, les musiciens. Mamono. Donc là, c'est Et là, donc, les braceo. Donc là, il y a un vrai rythme. Voilà. Donc, sur ce rythme qui existe, tu lèves les bras, par exemple. Là, on est dans le corps, du coup. On est dans des marquages. Donc, tu lèves tes bras. Alors, tes mains, elles font intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Voilà. On a l'impression que vous êtes habité un peu. Et en fait, c'est une souplesse qui se travaille et c'est la sensualité de la danse, c'est les mains. Tu baisses un bras. Sensualité qui se associe aussi à la classe espagnole quand même. C'est ça. Et à ces percussions un peu vibrantes des pieds. C'est-à-dire que c'est un mélange, cette danse-là, c'est un mélange de danse, de sensualité, de douceur. Et en même temps, avec le rythme, on a des choses plus rythmiques parce qu'on est à la fois danseur et musicien. Alors on y va, Xenia, c'est parti. Okay, on essaye. Alors attention, lève les bras au-dessus de ta tête. Regarde-toi dans la glace là-bas, regarde. Ouais, alors, baisse ton bras à droite. Voilà. Et alors, il faut combien d'années pour y arriver? Oh là là, c'est long. C'est très long. Les premières années, on apprend vraiment les bases, on apprend la dissociation, on apprend certains rythmes, on apprend les codes dont je te parlais tout à l'heure. Et le flamenco, c'est quelque chose qui se mérite, donc il faut aussi passer beaucoup de temps. Il ne s'apprivoise pas comme ça. Donc en 6 mois, c'est pas possible de devenir danseuse de flamenco. Quand on a passé la première année, on sait qu'après, c'est bon. On peut continuer. Et après, plus on en fait, plus c'est sous intraveineuse. Et là, on s'arrête plus. Et on est complètement... C'est la folie. On est accro. Mais de toute façon, il faut être accro pour avoir cette possession. C'est une passion. On y va avec les pieds? Vas-y. Allez, attention. Planta tacon. Planta tacon. On
va aller retrouver Joséphine avec son atelier zéro déchet. Et aujourd'hui, elle vous propose une alternative, messieurs, à la mousse à raser. Utiliser son rasoir sans mousse à raser peut provoquer des sueurs froides. On a peur de se couper ou d'avoir la peau toute irritée. Eh bien moi j'ai des alternatives écologiques, simples à utiliser et tout aussi efficaces. Pour un rasage sans mousse à raser, on peut commencer par pratiquer un léger gommage pour décoller le poil de l'épiderme. La peau sera débarrassée de ses impuretés et la lame y glissera plus facilement. Différentes alternatives à la mousse à raser existent. La solution la plus simple consiste à appliquer son blaireau directement sur un pain de savon d'Alep ou de Marseille. On fait mousser et on rase. Une autre solution relativement simple consiste à utiliser de l'huile végétale pure sur la zone à raser, noisette ou calendula par exemple. Celle-ci va former un film protecteur sur la peau et permettre au rasoir de glisser aisément dessus. Sinon, on peut combiner les deux, je vous montre. Dans un pot hermétique préalablement désinfecté, on mélange à parts égales du savon d'Alep liquide et de l'huile végétale de calendula, apaisante et anti-inflammatoire. Il n'y a plus qu'à secouer et appliquer sur la zone à raser, c'est assez liquide à l'application mais très agréable après le rasage. Pour l'après-rasage, même principe, on mélange à parts égales du gel d'aloe vera et de l'huile végétale de calendula. On secoue et on applique pour calmer le feu du rasoir et aider à la cicatrisation. Se raser tout en respectant sa peau, c'est possible. Les alternatives sont simples à adopter et économiques. Vous voilà paré pour un rasage zéro déchet. Parrain ou marraine, Robert Cruet, c'est ce que vous recherchez activement pour votre association ILAS, Initiative Loire-Atlantique Sud. Élodie Grousseau, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes gérante d'une micro-crèche, ça s'appelle la Cabane à Hibou. Vous l'avez lancée il y a combien de temps ? Ça fait cela un peu plus d'un an. Donc, du coup, ça a commencé à prendre forme fin 2018. Donc, vous accueillez des enfants de 0 à 3 ans, tout à fait. Une dizaine, puisque c'est une micro-crèche, c'est ça l'intérêt. Voilà. C'est qu'ils soient très familial, très familial. Voilà. Et lorsque vous avez lancé votre projet, vous avez eu besoin d'être soutenu. Comment est-ce que vous avez connu l'association ? Alors, donc, il y a eu aussi déjà les Femmes de Bretagne. Ensuite, il y a eu mon cabinet comptable qui m'a permis de pouvoir avoir des ouvertures sur différents partenariats, dont l'initiative Loire-Atlantique. Donc, vous voulez dire, c'est votre expert comptable qui vous a dit allez toquer à la porte de l'association. Tout à fait, oui. Donc, du coup, ça m'a permis de pouvoir aller toquer à la porte, de présenter mon projet, et puis d'être écoutée, d'être soutenue. Et puis, les portes se sont ouvertes à moi par la suite, puisque du coup, Initiative Loire-Atlantique permet aux futurs chefs d'entreprise de pouvoir bénéficier d'un prêt à 0%. Donc, ce n'est pas rien. Donc, ça permet vraiment de pouvoir avoir des ouvertures sur le service bancaire ou tout simplement pour avoir un démarrage de l'entreprise. Un prêt à taux zéro, c'est souvent la première demande que font les entreprises lorsqu'elles viennent vous voir. Tout à fait. Bien évidemment, vous allez proposer d'autres choses, mais avant cela, il faut qu'elles passent par un grand oral. Alors, oui, voilà. On va rentrer un petit peu juste dans la préparation. Donc, ce sont des gens, en effet, qui viennent à peu près 25% par les experts comptables et nous avons 25% qui nous sont envoyés par les banques. Donc, on reçoit ces gens. Bien sûr, la première phase, c'est la préparation, le montage du dossier, le business plan, le financement aussi. On les conseille. Et une fois que ce dossier est réuni et qui est complet, automatiquement, il passe en commission d'agrément. Autour de ce commission d'agrément est constitué d'acteurs économiques. Vous avez des chefs d'entreprise, également des banquiers, également des experts comptables, des personnes retraitées anciens d'entreprise, dont je fais partie encore aujourd'hui. Et en fonction de la présentation du porteur, après un débat, on accepte ce dossier et on le finance. Mais donc ça doit être quand même quelque chose de passer devant une commission. Il y a une petite pression quand même, voilà. Mais on y va parce que il est important et puis c'est un projet, donc voilà.
Oui, pour vous, c'est une marque. Elle s'est bien présentée. Elle nous a bien présenté son dossier. Puisque vous l'avez accepté. Voilà, tout à fait. Alors, donc, vous donnez un prêt à taux zéro, mais ensuite, l'idée, c'est aussi de voir les forces et les faiblesses de chaque porteur de projet et du coup, de leur proposer un accompagnement par la suite. Complètement. Parce que c'est vrai que, comme j'ai toujours une image simple, de porter un costume et de devenir chef d'entreprise, c'est pas toujours facile. Soit la manche est trop longue, soit la veste est trop courte. Mais donc, on est là un petit peu pour les encadrer. Donc, c'est vrai, la force complémentaire qu'on leur apporte, c'est le parrainage. Parrainage, que ce soit parrain ou marraine, ce sont en général des gens qui ne sont pas du tout dans la même activité, parce qu'on veut que le parrain ou la marraine ait un regard très objectif sur sa future filleule ou son filleul nouveau dans le comportement de l'entreprise. Et vous accompagnez dans tout type d'entreprise. Là, on voit de la vente à emporter, on a parlé de la microcrèche, ça peut être vraiment très varié. Partout. Ça va de l'artisanat, ça va des créations de pizzas, par exemple, d'entreprises, on a de tout. Donc on est très ouvert à des gens qui veulent se lancer. D'une part, on les respecte beaucoup parce que dans l'aspect économique qui nous entoure aujourd'hui, c'est pas toujours facile, mais c'est évident de le faire. Pour vous donner un chiffre, sur une pérennité de 3 ans, toutes les entreprises que nous avons aidées représentent 93% de réussite. Très bien. Donc voilà, pour vous, c'est bien parti. En tout cas, vous êtes sur les rails. Tout à fait. Vous avez une marraine. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? D'ailleurs, elle vous a accompagné aujourd'hui. Donc, comme quoi, le lien, il est vraiment... Il est très, très fort. Il est très, très fort. Il est très, très important. Elle m'a beaucoup accompagnée, que ça soit dès le début, dès l'ouverture de la structure. Il y a vraiment ce côté humain. Et par la suite, lorsque, du coup, on est gérante et qu'on est derrière le bureau et qu'il faut faire ce qu'il faut, Ghislaine m'accompagne, que ça soit au niveau du management, que ça soit au niveau de la gestion. Donc, elle est vraiment très, très, très solidaire aussi avec moi. Donc, il y a un vrai accompagnement. Donc, du coup, c'est très, très important puisqu'on se sent beaucoup moins seul dans le démarrage d'une entreprise. Robert parlait du costume du patron. Tout à Justement, vous, qu'est-ce que vous faisiez avant d'ouvrir votre micro-crèche? Alors, donc, du coup, je suis une ancienne vendeuse de commerce. Et du coup, par la suite, avec la venue de mes enfants, j'ai retrouvé, en fait, je dirais, une reconversion vraiment dans la petite enfance. Donc, un épanouissement personnel. Et j'ai souhaité me valoriser avec l'obtention d'un diplôme. Et par la suite, les enfants grandissent. Donc, du coup, on a ce souhait de travailler à l'extérieur dans une crèche. Mais souvent, les pédagogies nous respectent. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on recherche. Voilà. Donc, du coup, vous aviez envie d'avoir votre micro-crèche avec votre pédagogie et votre façon vraiment, de faire. axé sur tout ce qui est bienveillance et bien-être. Alors ça, vous le maîtrisez puisque c'est votre volonté, votre motivation, votre formation. Pour autant, vous avez toute une équipe et donc il faut être chef d'entreprise. Et ça, on n'est pas forcément formé. Voilà, tout à fait. Et donc du coup, c'est là où intervient par exemple votre marraine. La marraine, du coup, me permet vraiment de m'accompagner et de me porter plein de conseils. Très bien. Donc des parrains et des marraines, vous en avez besoin. Voilà. Alors, c'est vrai que... Alors, faites votre appel, justement. Tout à fait, je vais en profiter, si vous me permettez. En effet, donc ce rôle de parrainage est complètement bénévole. Nous sommes tous des bénévoles, même si on est affilié avec la Chambre des métiers Loire-Atlantique. Et on a besoin, en effet, de parrains et de marraines pour aider ces jeunes créatrices ou créateurs, les inciter, les encadrer, parce que, chef d'entreprise, les premières faiblesses qu'elles rencontrent, il y a un déphasage, c'est que quand les personnes qui viennent nous voir ont été employés, cadres, dirigeants éventuellement, et qui se lancent à créer leur entreprise. Le premier maillon de l'entreprise, la première richesse, je dirais, la chance de pouvoir évoluer, c'est la gestion. Donc très souvent, il y a une faiblesse au niveau de la gestion, et là, le rôle du parrainage est très important. Notre rôle est d'être près d'eux, de mettre en place tous les outils qu'ils ont besoin pour constituer toute la structure dans l'entreprise, parce qu'il est bien évident que la première année, ce sont réellement des chefs d'orchestre. Donc vous avez besoin de gens qui savent y faire en gestion. Donc c'est quel type de métier? Par exemple, organisation, administrative, juridique, etc. Toute connaissance. Mais la plateforme a une richesse, c'est qu'on a un réseau très très fort. Décidément, ce micro, vous ne l'aimez pas. C'est la première fois que ça m'arrive. Et donc, on a un réseau qui est très porteur. Donc, quand on a besoin d'informations très spécifiques, on peut l'avoir. Ces parrains marraines ne sont pas obligés d'être créateurs d'entreprise. S'ils ont une expérience solide dans une entreprise et qu'ils ont eu des responsabilités, ils peuvent transmettre leur savoir-faire. Complètement. Voilà, ça ouvre un petit peu plus le champ. Donc voilà, vous savez tout. Juste, combien de temps ça prend d'être parrain marraine? Ça, c'est important quand même.
Voilà, on a oublié de le dire, le parrainage se fait sur une durée de 2 ans, peut dépasser les 2 ans en fonction de l'attente et la demande du créateur. Ça nécessite quoi? Ça nécessite une visite tous les 3 mois. D'accord. Voilà, en gros. La première année, un peu plus au démarrage, mais c'est 3 mois. Bon, on vous propose une rencontre, un coup de cœur avec un jeune, vous le motivez une fois tous les 3 mois, pendant 2 ans, c'est ça le contrat. Donc n'hésitez pas, si vous avez une expérience professionnelle, si vous avez un petit peu de temps, eh bien de le mettre au profit de la jeunesse, c'est ça? Oui, tout à fait. Le message, voilà, on contacte. Un défi de faire réussir une nouvelle entreprise. On va retrouver Xenia qui est à Thoiré-sur-Loire aujourd'hui, elle nous parle de flamenco, elle était en plein apprentissage tout à l'heure, on va voir si eh bien, ça se concrétise pour elle aussi. Elle n'est plus sur la piste. Envie, hein. Moi, ça me donne trop envie en tout cas. Je suis au spectacle et je trouve que ça donne trop envie de rejoindre l'association. On peut venir même quand on est débutant de chez débutant. On peut venir à tout âge, à tout moment, débutant, avancé, super avancé. Ici, on s'amuse toujours, on apprend à danser et c'est vraiment un plaisir partagé avec les musiciens, avec les danseurs, on sent qu'il y a de l'ambiance. Il y a toujours de l'ambiance. Et alors, vous partagez aussi la culture par les cours, mais aussi vous faites des spectacles, des représentations de temps en temps? Tout à fait. Alors, on a monté une petite troupe à Contratempo, mais on fait aussi des stages. Par exemple, là, on a organisé une grosse formation avec Joaquin Grillo, qui est un danseur exceptionnel, qui a dansé notamment avec Paco de Lucia. Et on organise un concert le 19 décembre et on fait sa première partie à sa demande. Mais c'est lui qui nous forme. Hein. Attention, un peu de pression. Venez nombreux, ça va être un spectacle extraordinaire. Pour le 19 décembre. Moi, j'ai quand même des petites questions à lui poser parce que j'ai vu qu'il y avait un monsieur qui se promenait dans les danseurs et danseuses. Du coup, je vais aller l'interpeller. Merci, Karen. Mais oui. Alors, j'aimerais bien comprendre pourquoi monsieur a choisi de faire du flamenco. Fred, je me permets de vous interrompre. Bonjour, oui. Bonjour, parce que vous n'avez pas de jupe longue, vous avez une barbe longue, mais vous aimez aussi danser le flamenco. Oui. C'est quoi qui vous plaît? C'est ce côté un peu fougueux, ce côté sensuel? C'est la musique avant tout. Ouais, moi, j'ai fait beaucoup de musique et j'ai découvert le flamenco. C'était une révolution pour moi. J'avais jamais vu de musique pareille. Et tout ce qu'il y a autour, les codes qui font que le guitariste et la danseuse ou le danseur et le musicien se comprennent à tout moment. Et on peut faire de l'improvisation, mais toujours à partir de codes. Et c'est ça qui m'a plu. C'est cette découverte-là. Le côté, parce que ça doit être hyper physique, mais ça doit être aussi éprouvant émotionnellement, non? Oui, c'est tout un ensemble de choses. Et puis le physique, il faut savoir retenir sa respiration, enfin bien respirer, quoi, ce qui n'est pas toujours facile. Et il y a des gros travails de pied techniques. Et puis les mains, je ne suis pas encore très bien à l'aise. Ça fait que 5 ans que j'en fais. Mais pas mal. Voilà, donc voilà. Eh ben, je te laisse continuer à t'entraîner. Merci. Continue à danser. Moi, j'avais encore plein d'autres questions. Je me demandais sur un petit musicien comme ça. Ah bah non, il chante. Eh ben, Alejandro, toi, tu es espagnol? Moi, je suis espagnol. Alors, quand tu es venu ici partager la culture flamenco, finalement, c'est renouer un peu avec tes racines? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Et je suis venu d'Espagne, là, un peu comme un migrant, avec ma guitare et mon sac à dos. J'ai découvert la peña et ça a été comme trouver un nuage, un boule pour pouvoir respirer et surtout trouver le chaleur de ma terre, de l'Andalousie. Et le flamenco, donc la moitié de ma vie s'est fait ici, c'est fait 10 ans. Donc on peut dire aussi que j'ai appris la moitié du flamenco ici en France. Bravo. Et bravo pour ton art. Merci beaucoup. Et voilà. Alors, je ne sais pas s'il a une guitare dans son sac à dos lorsqu'il voyage, mais aujourd'hui, on va vous parler d'un grand baroudeur. C'est l'émission qui vous donne envie d'avoir envie. C'est un peu sa maxime, vous allez voir pourquoi. Un personnage, il partage avec nous sa passion pour le réseau ferré. Vous allez voir. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez fait le tour du monde, mais sans avion. Oui, par les modes conventionnels, c'est-à-dire bateau, train, voiture, beaucoup de voitures, rebateau, bus. Il y a des pays que j'ai voulu éviter, donc j'ai été obligé de faire des sauts de puce en avion quand même. Et le train pour rentrer par le transsibérien. Le bateau, ça a été au départ d'Angleterre, où j'ai pris le Queen Mary 2. Fait à Saint-Nazaire. Alors ça, c'est tout. Et là, c'est pas la croisière s'amuse. C'est un liner, comme on dit. C'est pas un cruiser. Les cruisers, c'est des croisières où la nuit ils se déplace, le jour on visite. Là, c'est un bateau de ligne. En voyage. On part directement
Southampton, New York. Et les bateaux, ça vous fait rêver parce que je crois que votre père travaillait dans la construction navale à Saint-Nazaire. À Nantes. À Nantes. Il était architecte naval et il a fait ce premier emploi, c'était au chantier, au pied de la grue qu'on voit là, la grue jaune. Il a travaillé là tout au début, pendant la guerre, au début de la guerre. Voilà. Alors, on revient à votre nouvelle passion. On oublie les bateaux et maintenant, ce sont les gares. 2900 gares en France. Vous vous êtes dit, tiens, et si j'allais toutes les visiter? Alors, Oui, comment vous faites ça? C'est un défi un peu de... Je suis un peu le voyageur de l'inutile. Hein. Ça sert à quoi, sauf à moi? Je prends le train. Et c'est un challenge pour voir. En la France, il y a encore un réseau ferré qui a 30 000 km à peu près. Encore, il en avait 55 000 avant. Et il y a encore 2900 gares. Et je voulais prendre des lignes où les trains s'arrêtent... Très belle gare, celle-ci. Très, très belle, effectivement. Oui, la gare de Rochefort, qui s'arrête dans... Et la verrière de Bordeaux, la plus belle d'Europe. Bon, après, elles sont pas toutes belles. Celle-là, par exemple, vous leur donnez des petits noms aussi. Oui, hein. alors... C'est la gare de Clisson, vous l'appelez comment? Alors, je l'appelle la gare type Moulinsart. J'ai trouvé que c'était... Quand on voit des bandes dessinées de Hergé, où on voit Tintin, le capitaine Haddock et Milou arriver au château de Moulinsart, mais c'est ça. Là, c'est Disneyland. Là, c'est Disneyland. C'est tout à fait la gare de Disneyland, d'ailleurs. C'est Abbeville, dans la Somme. En fait, à chaque fois, vous mettez une petite annotation qui vous est propre. Hein. C'est pas non plus le guide acheté par la SNCF. Hein. Ah non, voilà, je ne suis pas du tout... Mais je ne suis pas sponsorisé par la SNCF. J'ai essayé, j'ai demandé, mais on m'a pas... Donc, vous payez votre billet à chaque fois? Je paye mon billet à chaque fois. Ah, bah, oui, non, faut être malade. Hein. Donc, 2900 gares, vous en avez déjà fait 1900, hein, je crois. 1900 à peu près, oui. Là, parce que mon dernier voyage, c'était la semaine dernière, je suis allé jusqu'à Lourdes. Et je suis arrivé aujourd'hui à 600... voilà, on voit votre tracé, hein. Voilà, en bleu 2019, en rouge 2020, en vert 2021. Voilà. Et puis vous aimez bien entourer toutes les petites gares que vous avez faites. Les gares que j'ai faites, au début je le faisais. Alors tournez-vous vers moi pour que je puisse vous entendre, parce que vous avez le micro devant vous. Mais alors du coup, ça paraît peut-être simple, mais c'est pas si simple de faire ça. C'est très très compliqué. Oui, puisqu'on ne prend pas le TGV, on prend pas le TGV, je vais pas dans une direction, et je veux surtout prendre des trains qui s'arrêtent dans toutes les gares. C'est un défi idiot, vous me direz. Oui, mais des fois, ils ne s'arrêtent pas, parce que les gares sont... Comment vous faites? Alors, la base, c'est déjà de prendre une carte, la carte de chaque région, je l'ai avec moi, hein, les cartes du Pays de Loire, je prends la carte, je regarde la ligne que je veux faire, et une fois que j'ai fait la ligne, je prends les fiches horaires que je trouve sur Internet, je prends les fiches horaires, et là, je pars... À l'ancienne. À l'ancienne, Nantes, et je descends. Ah, là, je suis obligé de changer. Et des fois, je reste 3 heures bloqué, comme ça m'est arrivé dans l'Ille-et-Vilaine. Je reste bloqué pendant 3h30 à Montreuil-sur-Île pour attendre un omnibus. Il y a même une chef de gare qui me dit... Mais, qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je vais à Rennes. Il y a 2 directs qui viennent de passer. Oui, mais j'attends l'omnibus. Ah, bon, écoutez... Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Voilà. J'engage pas la conversation. Voilà, alors donc, c'est un peu mon défi. Je m'arrête il faut que le train s'arrête dans toutes les gares. Et vous avez réussi une fois à faire arrêter un train dans une gare où il ne devait pas s'arrêter? Alors, c'est sur la ligne Guingamp-Paimpol. Il y a 2-3 lignes comme ça en France. Sur la ligne Guingamp-Paimpol, c'est une ligne à arrêt facultatif. Ah, ça existe, ça. Ça existe. Il faut taper à la vitre du conducteur. C'est une ligne privée, je crois, parce que c'est la seule ligne privée qui existe en France, sauf dans les Alpes où c'est les lignes suisses. Toutes sur les bouts des doigts maintenant. Et là, il faut taper la vitre. Où j'ai demandé, est-ce que vous pourriez m'arrêter à la prochaine gare? Il m'a dit, pas de problème, vous descendez? J'ai dit, non, je veux prendre une photo. Parce que c'était une gare que j'ai vue à l'allée qui était... Il était une fois dans l'Ouest, à côté, c'est de la rigolade. C'était vraiment délabré, mais alors ça faisait peur. Et c'est une petite gare qui se trouve dans les Côtes du Nord. Je ne me rappelle plus tellement le nom. Et je suis descendu. Le gars m'a dit, faites vite, prenez votre photo. J'ai pris ma photo. Et puis vous êtes rentré. Et je suis rentré. Et cette gare, c'est... pas plus qu'elle. Non, je ne sais plus. En tout cas, vous les avez toutes ici, annotées. Vous racontez toutes les anecdotes parce que, voilà. Il vous en arrive des choses, justement, sur ces voyages-là. Des fois, vous faites même plus de 300 km pour faire 3 gares, mais peu importe, c'est l'objectif. C'est l'éloge un petit peu de la lenteur par rapport à notre recherche en ce moment. Oui, c'est pas pour défendre le train et tout ça, parce que je trouve que des fois, il y a des lignes qui... elles vont disparaître, comme celle qu'on voit à l'écran, la gare de Bray-Subir. Bon, la ligne disparaîtra pas, parce qu'il y a d'autres raisons pour qu'elle est là, mais... le train a été, au 19e siècle, une révolution, mais...
pire que Internet actuellement. Il faut savoir qu'en 1850, quand le train est arrivé à Nantes, avant, pour faire Paris-Nantes en diligence, on mettait 6 jours. Et je crois que le jour de l'inauguration, le train a mis 14 heures. Et oui. Et c'était la révolution. Voilà, et aujourd'hui, on l'a oublié, cette révolution. Et là, on l'a complètement oublié. Et maintenant, le train... Mais c'est très, très compliqué de faire rouler des trains. Moi, je suis un peu admiratif. Bon, il y a des abus... Bon, en tout cas, voilà. Votre admiration, vous nous la faites partager avec cette aventure assez incroyable. Donc, n'hésitez pas à contacter Yves Robert, pourquoi pas, pour partager avec lui ces anecdotes. Merci d'être venu nous parler de votre belle aventure et on vous souhaite d'aller au bout des 2900 gares. Merci pour votre fidélité, on se retrouve dès demain.